Bonjour, mon nom c'est Alec Aramis-Chartier, j'ai 21 ans. J'ai fait de la gymnastique pendant 8 ans et j'ai fait pendant 4 ans la trampoline et malheureusement, à cause des commotions, j'ai dû arrêter la trampoline. Ma première commotion, c'était en troisième année du primaire, donc quand je faisais de la gym. Je pense pas que ça a été expliqué explicitement de c'est dangereux, mais tu sais, avec le football, oui. Mais je fais pas de football, fait que dans ma tête, c'était pas les mêmes commotions, tu sais. Mais je sais que c'était important parce que le cerveau, ça se guérit pas vraiment. C'était vraiment difficile de comprendre pourquoi je pouvais pas aller à la récré, pourquoi je pouvais pas m'entraîner. Puis c'était une grosse partie de ma vie, en troisième année, je m'entraînais 10 heures, 12 heures semaine. C'était vraiment difficile sur le moral parce que mon frère est un athlète, fait que je voyais lui qui allait au gym, puis on s'entraînait à la même place, fait que je le voyais aller voir ses amis, aller au gym, pouvoir continuer sa vie, puis c'était moi qui étais genre, OK. Même si l'athlète, des fois, il va dire ben je me sens bien correct, je me sens bien. C'est souvent, des fois, ça peut être traite comme ça, une commotion, on le sent pas les premiers 24-48 heures. Quand on subit une commotion, surtout les premières fois, on n'a peut-être jamais su c'était quoi. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être en parallèle à comment quelqu'un va se sentir sur une mauvaise journée. On faisait des exercices pré-commotion, puis si on avait une commotion, pour voir si on en avait une, si on se cognait la tête, on les refaisait pour évaluer nos symptômes un peu. On avait des exercices graduels pour revenir. Donc, c'est là que j'ai vraiment compris. Ils reçoivent une batterie de tests, les étudiants athlètes en début de saison, donc sur tous les plans qui font cardiovasculaire ou sur le plan équilibre. La dernière que j'ai eue, c'est il y a 1 an, presque, puis c'est ma 9e. C'était particulièrement difficile parce que autant j'étais plus capable de rien faire. J'étais plus capable de faire la vaisselle, d'écrire, de tourner la tête. J'avais de la misère à mettre les souliers. Puis c'était pas une grosse commotion, j'ai reçu un pied dans la face. Là. Mais c'était la commotion de trop. Puis ça a vraiment affecté mes yeux. Puis c'était particulièrement difficile. Mais mon entourage était quand même assez aidant. La compréhension était plus difficile parce que vu que c'était pas un gros choc, au niveau de la commotion, le choc n'était pas énorme. C'était plus difficile pour ma famille de comprendre pourquoi j'étais autant handicapée. J'ai été soutenue par des ergos puis tout. Ça a été plus facile de pouvoir comprendre, mais ça a dû prendre un petit peu de travail. Les symptômes étaient vraiment persistants et sont encore persistants. Et le plus difficile, je pense que c'était l'indulgence. Je peux pas revenir avec moi-même. Je peux pas faire les choses que je faisais, puis que c'est normal si j'ai de la misère à lire. Puis de regarder un mur, c'est peut-être la seule chose que je peux faire pour l'instant. On ne prend pas de chance, on va rentrer sur le protocole de commotion. C'est un protocole par étapes. Donc, les premières étapes, c'est vraiment du repos. Et tout de suite, on prend les mesures nécessaires. Donc là, c'est pas, on est catégorique. Les 48 à 72 heures, là, immédiatement après, c'est là où les plus sérieuses complications peuvent se développer. Donc, pas seulement une commotion, si on parle de saignement au niveau intracrânien qui peut amener des complications très sérieuses. On monitore les symptômes, donc il y a 22 symptômes à monitorer. Si tout va toujours bien avec les symptômes, et là, on arrive à l'étape de retour au jeu qui doit être clairée officiellement par un médecin. À l'UQAM, on est en collaboration. Ça fait partie de l'hygiène de vie aussi de l'étudiant athlète corps sain. Pour un sport sain. Ça peut être un membre du staff, en fait, aussi, qui aperçoit quelque chose. Puis s'il y a un doute, c'est sûr que nous, en tant que professionnels de la santé, quand on a un doute puis on doit retirer un joueur, bien, notre mot passe par-dessus celui de l'entraîneur quand ça vient à la sécurité de l'athlète. Dans plusieurs sports, il y a des règles automatiques d'arrêt de jeu quand il y a une blessure à la tête. Par exemple, le rugby, il y a une règle carrément que l'arbitre peut sortir un athlète lorsqu'il doute, même s'il n'a pas vu l'action. Des fois, c'est un coup à la tête direct qui est très clair, très évident, mais des fois, on peut, comme exemple en cheerleading, on peut tomber plus sur le dos puis avoir un effet un peu whiplash. Auparavant, c'était moins, il y avait moins d'outils pour détecter ça. Les entraîneurs étaient moins éduqués par rapport à ça, les athlètes aussi. On peut aussi surtout prévenir des séquelles, là, puis des retours au jeu trop hâtifs qui peuvent mener à des problèmes. Là. La dernière année était horrible, si je peux être 100% honnête. Là. Je peux pas lire, je peux pas regarder la télé, je peux pas faire du crochet que j'adore faire. Faire des cubes Rubik, c'est difficile. Je sais que j'ai des hobbies bizarres, mais c'est pas grave. Mais c'est tellement difficile de se trouver quelque chose à faire qui affecte pas toute ta vie
que tu es un petit peu dépressif, tu fais juste dormir. La santé, avec l'aggravation, s'il se répète, là, ça va être dur. Si on ne respecte pas, la deuxième fois, à répétition, ça va être encore dur. Donc là, on prend en considération, c'est un étudiant aussi. Étudiant, athlète, mais il est étudiant avant. Un changement, pas juste au niveau de mes athlètes, au niveau de ma vie en général, de dire au monde, mets un casque quand tu fais du vélo. Là. C'est le plus grand exemple que j'ai, là, mais c'est vraiment ça.